مساء الخير، نحن معكم مباشرة من البيال. أكيد لتغطية شاملة وحصرية لمعرض كتاب الفرنكوفوني. واليوم بالحلقة رح نستعرض مقابلات مع كتاب فرنكوفونيين عالميين، وأيضا كمان نشاطات عديدة رح نستعرضها سوا. واليوم بحب أبدأ بالمسابقة لوتور دو جور. رح أعطي 3 معلومات صحفية وكاتبة فرنسية، رواية حول ديكتاتور عربي وتوقيعها هو اليوم. Je donnerai donc les 3 indices pour le concours l'auteur du jour. C'est un écrivain et journaliste français. Son roman est autour d'un tyran et sa signature est aujourd'hui. وأكيد فيكم تجاوبوا على هالسؤال على التويتر أكاونت @l'auteur du jour. وهلا بنتقل لزميلتي إلسا. Bonsoir à tous, مساء الخير. قبل ما نبدا جولتنا اليوم بمعرض الكتاب الفرنسي الفرنكوفوني، خلينا اول شيء نجاوب على السؤال اللي طرحته امبارح بلو كويز اس دي ال دو سالون دو ليف، وما كان عندنا الوقت الكافي تنجاوب عليه امبارح لان كان عندنا مقابلات مفاجاه مع لا سيما دوله الرئيس نجيب مئاتي. رح نجاوب لكن على السؤال، وهو كان سؤال امبارح: on peut s'y plonger sans jamais s'y noyer. كي سويج؟ أكيد الجواب الصح كان لو ليفر، وربح معنا إكتور تابورجي وعطى الإجابة صحيحة. ما ننسى أنه هذا الكويز رح يكون في آخر نهار من معرض الكتاب الفرنكوفوني جمعة الجاي، نهار الأحد 4 تشرين الثاني، رح يكون في سحب تيراج أوسور من البيال أون ديريكت، ورح يربح الفايز معنا جوائز عديدة وقيمة جدا. لكن كيف بتشتركوا بهذا الكويز؟ في وسيلتين: إما على تويتر على الادريس التالية اللي هي لو كويز اس دي ال مثل ما مبين على الشاشة عندكم بتصور، أو فيكم تجوا لهون مباشرة من لو بيال تتجاوبوا على السؤال، تطلعوا معنا على الام تي في وبتجاوبوا على السؤال. السؤال رح يكون عن الفرنكوفونية وعن سالون دو ليف وعن أجواء الثقافة الفرنكوفونية. سؤالنا لليوم رح يكون التالي: de quelle nationalité est Jean-Jacques Rousseau؟ de quelle nationalité est Jean-Jacques Rousseau؟ لكن بلاقيكم بآخر حلقتنا تا نجاوب على الأسئلة مباشرة من هون. ننتقل لكرم. مشاهدينا الكرام، بحب رحب باستوديوهات الام تي في مباشرة من البيال بالكاتب الفرنسي Denis Langlois. Vous êtes le bienvenu. Je sais que vous êtes là pour signer votre dernière œuvre, Le Déplacé. Et Le Déplacé, c'est une histoire vraie que vous avez vécue vous-même au Liban. Mais d'abord, j'aimerais bien vous présenter. Donc, vous êtes écrivain français. Vous vous êtes déplacé beaucoup parce que vous étiez étant porte-parole de l'appel des 75 contre la guerre du Golfe en 90-91. Vous avez aussi séjourné à Beyrouth, comme au Djibouti, comme en Irak, pour témoigner des conséquences de la guerre sur les plans psychologiques, sur les plans politiques et bien sûr économiques. Racontez-nous un peu plus de cette expérience-là. Si vous voulez, ce livre est un livre témoignage sur la guerre du Liban, mais plus spécialement sur la guerre de la montagne qui a opposé à un moment donné les Druzes et les chrétiens. Des voisins, des amis se sont massacrés. C'est quelque chose de terrible qui s'est passé. Il ne s'agit pas de donner une sorte de leçon aux Libanais, de dire c'est affreux ce que vous avez fait, parce que cela peut se produire et c'est déjà produit dans de nombreux pays. Je crois que c'est un problème de nature humaine. À un moment donné, la civilisation éclate et la barbarie humaine apparaît. Alors, moi, je pense qu'il faut être attentif, bien sûr, à cela, parce qu'au Liban, ça peut recommencer, mais ça peut recommencer n'importe où. Il faut, je crois, témoigner des efforts des pacifistes, parce que pendant la guerre du Liban... Il y a eu beaucoup qui ont œuvré aussi pour la paix. Et je crois qu'il faut les mettre en lumière. Généralement, on honore les guerriers.
ceux qui luttent contre l'ennemi et qui généralement les tuent. Bien Et sûr. il faut au contraire dire, voilà, il y a des gens qui courageusement se sont opposés à la guerre, qui ont risqué leur vie pour cela, je crois que c'est l'espoir véritablement de notre société. Exactement. En tout cas, il faut toujours qu'il y ait des partisans de paix Tout à fait. dans le monde pour que la guerre ne soit pas toujours présente et éternelle quand même. Bien sûr, Ouais. je crois que c'est vraiment l'espoir. Il faut résister face à la guerre et c'est la seule façon de prouver qu'on est véritablement un être humain. Exactement. Vous parliez bien sûr des conséquences dramatiques. Où étaient-elles des plus dramatiques? Au Liban ou en Irak où elles sont toujours, les conséquences sont toujours dramatiques, mais se différencient, c'est-à-dire d'un pays à l'autre. Bah, Et au si- Liban, qu'est-ce qui vous a surtout, ça c'est ma seconde Alors, question, les qu'est-ce qui vous a vraiment, excusez-moi, qu'est-ce qui vous a vraiment, si on peut dire, marqué? Alors, les guerres modernes se caractérisent par le fait que ce sont surtout les civils qui meurent dans ces guerres, Ouais. moins les militaires. Ouais. Et au Liban, il y a énormément de civils qui sont morts, de personnes qui ont été déplacées. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est justement ces massacres qui ont eu lieu entre voisins, entre gens qui étaient auparavant amis. Et bon, bien sûr que je n'ai pas d'explication et personne ne m'a donné véritablement d'explication quand j'ai interrogé les gens, j'ai essayé de comprendre. Mais cela n'empêche pas de lutter contre cela. Exact. Je crois qu'il faut d'abord qu'il y ait une compréhension de ce qui s'est passé et sûr. peut-être justement l'écriture d'un manuel d'histoire commun est important pour le Liban. Bien sûr. Parce que Et on remarque que puisque vous parlez d'un manuel sur le Liban, il n'y a pas seulement de l'histoire, mais il y a de la géographie, c'est-à-dire vous partez dans toutes les régions du Liban, du Chouf jusqu'à Jounieh, en passant par Beyrouth. Donc vous faites tout le tour du Liban en parlant de ce héros qui a véritablement existé, mais dont vous avez changé le nom. oui. Donc, en quoi cet héros libanais vous a vraiment intéressé pour que vous écriviez tout un roman dessus? Bah, moi, je retirerais le terme de héros. Finalement, c'est un homme ordinaire, mais qui s'est comporté justement en être humain. Ouais, exactement. Il a refusé d'exercer une sorte de vengeance parce que sa famille avait été massacrée pendant la guerre de la montagne et il a refusé de s'engager dans les milices pour justement exercer une vengeance. Parce qu'il pensait que le cercle de la vengeance pouvait se renouveler éternellement et que ce n'était pas une solution. Non, je crois que justement, il y a cet espoir que des gens résistent en face de cette barbarie qui atteint brusquement sans que l'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe. Et quelles sont vos opinions aujourd'hui face à toutes ces révolutions qui se passent dans le monde arabe et aujourd'hui, bien sûr, en Syrie? Nous sommes en train de témoigner d'une barbarie qui n'en finit pas. Est-ce qu'il y aura une solution pour ces êtres humains qui vont vraiment se ruer vers la violence? Alors, je vais répondre plus généralement. On est dans une société où il y a le pour et le contre, dans une société, disons, sommaire, inspirée un peu du numérique. Et je crois que l'espoir, c'est plutôt dans la conciliation, dans la recherche d'une solution qui convienne aux deux parties. Exactement. Alors, je ne sais pas si en Syrie c'est possible, mais un certain nombre de gens essayent justement bien sûr, et on de espère faire... en tout cas. Voilà, mais c'est quand même cela. Oui, en tout on cas, a tendance justement à négliger... En tout cas, je voudrais juste dire parce que le déplacé sera signé demain à 18h, donc pour tous les téléspectateurs qui aimeront venir et vous pouvez leur dédicacer le livre. مشاهدينا الكرام توقيعه بكره الساعة 6 وبننتقل لإلسا.
Merci. وهلا منباشر باول نشاط اليوم وهو مؤتمر عقد ضمن المعرض منذ حوالي ساعتين عنوانه لابري ريليجيون ريليغاري، ومعنا دكتور عبدو قاعي عالم الاجتماع يلي الف الكتاب يلي دار حوله الحوار. بدي اسالك دكتور قاعي، هيدا الموضوع بالذات باي شو الصله مع المجتمع؟ يعني كعالم مجتمع ليه عم تحكي عن الدين؟ ايه هيدا انا مش عم بحكي عن الدين وبس، انا عم بحكي عن المجتمع بحد ذاته. ليه المجتمع اليوم عم يتعثر؟ مفهوم المجتمع عم يتعثر، مش بس عندنا بلبنان، عم بحكي عن كل المجتمعات البشرية. وعم بقول انه في شيء مثل الابوكاليبس، يعني المجتمعات عم بتروح نحو نهاياتها السيئة. هيدا الابوكاليبس، انه ليه نحن عم نروح نحو نهايات ما بقى فيها تتعالج. من اي ناحيه دكتور قاعي؟ يعني انه المجتمع لازم يودي الى الحقوق، انه الحقوق تتحسن بكل العالم. وضع الحقوق والحق هون بمعنى انه يلي ما عندهم حقوق توصل لهم حقوقهم. عم نشوف العكس عم بيصير. ريليغاري الكلمة الموجودة بالكونفرنس اللي هلا حست من ساعتين، يعني غولييه، يعني واحد يكون في صلة وصل. بس شو الوصل شو هو؟ انه الانسان عنده نزعتين، نزعة بتشده الى دونيته، نزعة بتشده الى فوقيته. يعني روليغاري هي هالرابط يلي بيربط الانسان بفوقيته، يلي بيخليه يرتقي الى خلقيته. طيب دكتور قاعي، هيك مواضيع يعني كيف فيها تساعد المجتمع يتحسن؟ هل يا ترى هي بمتناول الجميع او في اخصائيين بس رح يقدروا يستفيدوا منها؟ هي اساسا لما صارت الثورات من 200 300 سنه هي اجت تغير الاوضاع يلي كانت سائده، يلي كانت ما عم بتخلي الانسان يتحرر تا يقدر يرجع يرتقي الى فوقيته، يرتقي الى مش المورال اللي بتظلم، انما يرجع ينفتح باب الخلق. من هيك الجامعات انفتحت وانفتح باب النقد تيقدر الانسان يقدر يحكي. من هيك فتح باب تحرر المرأة. رجعت اليوم القوانين الصارمة يلي ما عم تخلي حدا يقدر يحكي من جديد. نحن بالشرق بقى أنا عم برجع بفتح هالمواضيع. هل بحق لنا نرجع نقرأ؟ القراءة بمعنى أنه نقدر نقرأ هالأنظمة الثابتة يلي ما بدها حدا يطلع فيها. عم تطرح سؤال كثير مهم هون بمعرض الكتاب، أهمية القراءة بحد ذاتها. القراءة إنه نحن نقدر نصير نقديين فعليين لكل شيء. الإنسان بده يوعى ذاته، بده يقرأ ذاته، مش بس إنه العلم قال كذا وكذا وكذا وكذا. بدنا نحن نحافظ على إنسانيتنا، يعني نحافظ على المرأة بمعنى إنه المرأة يكون عندها حقوقها بذاتها، مش إنه تصير مثل الرجل. اصلا دكتور قاعي، نحن معودين عليك عندك كثير كتب وكثير مؤلفات، وحضرتك يعني بتشترك بعده مؤتمرات، يعني اكيد بون شانس لبقيه الاعمال بدك تقوم فيها. نحن هلا رح ننتقل لكارين او لبريك. مشاهدينا الكرام، اكيد كاتبه وصحفيه مميزه جدا معي باستوديو ام تي في مباشره من معرض الكتاب الفرنكوفوني من بييل، وهي من مواليد فرنسا سنه 1957 ومقدمه برامج على تلفزيون فرانس 5. اصدرت كتب عديده، ولكن اخر كتاب اصدرته من اقل من شهرين، لي بروا دون لو ارام دو كادافي، وانباع اكثر من 1,000,000 نسخه باقل من شهرين وترجم إلى 10 لغات. أكيد عم تحكي عن ديكتاتور قذافي وعن النساء
واللي كانوا يكونوا مثل يعني عم بيحاموا عنه ولكن كمان عم بيستعملهم كعبيد عنده. Annie Cogent, vous êtes la bienvenue. Je parlais de vous, je disais que votre livre est un scoop, que depuis que vous l'avez édité depuis moins que 2 mois, il est vendu partout et traduit en plus de 10 langues. Donc, tout a commencé en novembre 2011, lorsque vous avez publié un article dans Le Monde à propos de Soraya, l'histoire de Soraya qui a 15 ans et qui a été choisie par Kadhafi pour devenir son esclave sexuelle, comme vous le dites. Comment tout a débuté? Comment vous avez pu rencontrer cette jeune fille? Écoutez, c'était à la fois un peu du hasard et beaucoup de chance. En tout cas, je m'intéressais à la situation des femmes pendant la Révolution. J'étais très frappée, on ne les voyait nulle part. Sur les reportages, sur les photos, y compris dans les articles de presse écrits. D'ailleurs, on ne parlait jamais des Libyennes. Les Libyens, on les voyait partout. J'avais pourtant vu les Tunisiennes, les Égyptiennes prendre part à la Révolution, jamais les Libyennes. Je voulais savoir ce qu'elles avaient fait. Donc j'ai voulu aller en Libye. J'en ai rencontré beaucoup. Je me suis rendu compte qu'elles avaient pris une part essentielle dans la Révolution, de façon cachée bien sûr, et qu'elles avaient beaucoup de courage parce qu'elles risquaient le viol, que c'était une arme de guerre décidée par Kadhafi. Et donc j'ai recherché des jeunes femmes et notamment des victimes de viol et on ne peut pas parler de ça. C'est indicible et c'est inaudible parce que c'est le plus grand des tabous. Et cherchant quand même à rencontrer des jeunes femmes et des victimes, je suis tombée par hasard sur cette jeune fille qui me dit qu'elle n'a pas été violée pendant la Révolution. C'était pas un viol de guerre, elle a été violée bien avant et par Kadhafi lui-même. Il a choisi un jour à l'école, il visitait l'école à Sirte, il l'a repérée, on l'a choisie elle parce qu'elle était jolie pour donner un bouquet de fleurs, il l'a regardée de haut en bas derrière ses lunettes noires, il a mis sa main sur la tête et c'était un signe à ses gardes du corps pour dire je la veux celle-là. Et le lendemain, des femmes venaient la chercher chez ses parents, on l'a emmenée dans le désert et là ça a été le début. C'est très dur, vous avez donc mené secrètement cette enquête à Tripoli parce qu'on ne peut pas le faire. C'est très compliqué. Et comment vous avez pu, parce que vous avez dénoncé un tyran drogué, meurtrier, ainsi qu'un système d'esclavagisme entre corruption, terreur, viol et crime. Comment avez-vous pu pénétrer dans ce système très tabou? C'était très compliqué, les femmes étaient mortes de peur. Vous avez été aidée par qui? J'ai une femme libyenne qui m'a beaucoup assistée et qui m'a traduit parce que je parlais français ou anglais, mais effectivement il fallait quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Ces femmes étaient terrorisées réellement. La petite Soraya, elle avait envie de parler parce qu'elle était en colère. Le dictateur venait de mourir et il ne serait jamais jugé. C'est un crime contre l'humanité. Vous n'auriez pas pu publier votre livre, bien sûr, si Kadhafi n'était pas mort. Sans doute. J'aurais peut-être pu le faire en France parce que je suis libre d'écrire ce que je veux en France. En tout cas, j'aurais eu beaucoup plus de mal à rencontrer ces jeunes femmes, même si maintenant, il a beau être mort, Kadhafi. Ces filles sont terrorisées encore. Elles sont menacées par le crime d'honneur. Leur famille les rejette par des extrémistes religieux, par des kadhafistes. Il en existe encore qui ont très peur de ce qu'elles peuvent dire. En tout cas, on vous remercie pour ce livre, Les proies dans le harem de Kadhafi, parce que vraiment, c'est un livre contre les crimes de l'humanité. Vraiment. Et merci beaucoup, Annie Cogent, d'être ici parmi nous au Liban. Et bonne chance pour votre signature demain. Merci pour votre accueil. Merci à vous. ننتقل لإلسا. إذا برهن إنه المعرض منه بس يعني موجه للكبار، عندنا هون برهان كتير كبير في صبية عمرها 13 سنة كاتبة كتاب ورح نستضيفها هلا، Maria Cabalan. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez rédigé un ouvrage qui s'appelle La Louve argentée. Vous venez tout juste de le signer dans le stand des 5 heures. Vous êtes en 8e. C'est votre premier ouvrage. Vous en avez EB8. D'accord, en quatrième, en EB8. Et donc, vous venez de signer l'ouvrage. De quoi il parle? Ce roman, intitulé Le Louve argenté, ça c'est le premier tome. Il y en a encore 2 autres. Le deuxième, je l'ai terminé d'écrire. Et le troisième, je n'ai pas encore terminé. Et de quoi ça parle, Maria? Ça parle d'une jeune orpheline, Lorraine, qui vivait en Cappadoce avec son frère, mais elle a été obligée de vivre chez son grand-père à Paris. Le seul problème, c'est qu'elle vivait modestement, elle aimait sa vie, elle aimait la liberté, mais son grand-père était un comte, un noble, et elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Ce roman, je l'ai écrit dans les années du XVIIIe siècle. Ah, donc ça, la date dans l'histoire, c'est le XVIIIe siècle. Et Maria, on m'a dit que c'est un peu le style de Harry Potter, c'est vrai? Oui, un peu la magie, la prophétie. Oui. C'est joli ça. Vous l'avez écrit tout seul? Oui.
Excellent. Vous espérez continuer. Donc, vous avez un deuxième et puis un troisième qui va bientôt paraître. Oui, j'ai d'abord été inspirée par tout ce que je lis et puis j'écrivais de très bonnes productions. Et mon prof de français, Madame Maya Daub, m'a encouragée à écrire un livre. Bravo. Bon, on voit qu'on a des auteurs en herbe dans ce salon du livre. Et nous avons avec nous la directrice du collège de 5 heures à Ain Najem. Et donc, c'est une fierté pour vous. C'est une très grande fierté et nous les encourageons beaucoup à écrire. Et notre premier souci, c'est la culture. Et c'est pourquoi nous avons installé, même au collège de 5 heures à Ain Najem, si je peux, des centres pour la culture, etc. Et tous les élèves, si ils voulaient, essayent d'écrire, etc. C'est une fierté pour nous. Est-ce que tu vas devenir plus tard écrivain? Tu penses déjà à ton métier d'avenir? Oui, j'aime beaucoup écrire et dessiner. J'ai moi-même fait la couverture. On voit la couverture, donc c'est elle-même qui a fait le dessin. C'est super, tu es pluritalentueuse alors. Oui. Merci. Bonne chance Maria, bonne chance pour la suite et on attend impatiemment le tome 2 et 3 de cette trilogie. Merci beaucoup. Merci. Donc nous passons maintenant à Karen, à toi l'antenne. مشاهدينا الكرام بدي ارجع اذكر بالتويتر اكونت @لوتور دو جور ما تنسوا تجاوبوا على السؤال لانه باخر الحلقه اكيد رح اعطي اسم الرابح. رح يكون في جايزتين، جايزه من ليبري انطوان وجايزه من ليبري اورينتال، لكن تابعونا باخر الحلقه. وهلا بنبقى مع بريك اعلاني. مشاهدينا الكرام، رجعنا على القسم الثاني من حلقتنا، واليوم اكيد في كثير توقيعات ضمن المعرض الكتاب الفرانكوفوني. واليوم بحب رحب باستديوهات الMTV مباشرة من بيال بالكاتبة والشاعرة والناقدة الأدبية عزة آغا ملك. أهلا وسهلا فيك. نحن بنحييكي. إيه لا بدك تحكي بالميكرو. بنحييكي لأنه حضرتك جاية من طرابلس وبعرف قد ايه بعرف قد ايه كل رواياتك حبك لبلدك ولوطنك، علما انك انت عايشه بفرنسا، ولكن على طول بكتاباتك في لبنان وفي ايضا عاصمه الشمال طرابلس. خبرينا اكثر عن هالشغف، وخاصه انه عندك توقيع لكتابين لحضرتك، ريبوديي ماريي ا باريس ريبوديي ا بيروت وكاتو في دو تيمون بابا. بالحقيقه حبي للبنان بالاول ولطرابلس سورتو بخليني اخذها كوم ان fond de roman pour les événements. Tout autour de nous, il y a autant de problèmes, il y a tant de problèmes qu'on n'a pas besoin, le romancier n'a pas besoin d'inventer. Donc, il raconte les problèmes, il raconte l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une thérapie. Exactement. Et on raconte sa douleur, on raconte ses tabous, on raconte... Donc, c'est une vraie thérapie et un remède aussi contre la solitude, contre la douleur elle-même. Bien sûr. Bon, comme chaque année dans ce salon du livre... Vous avez beaucoup d'activités, comme je vois. Vous avez 3 conférences. Vous avez 2 conférences. 2 débats-conférences. Exactement. 2 débats-conférences. Ce mardi, oui. 30 octobre, avec Dr Rima Hamdan et Rola Zoubian de l'Université libanaise. Oui. Et le thème, c'est autour d'un thème qui se trouve souvent dans mes œuvres, la géopoétique. C'est un thème très récent et très intéressant en même temps. Et avec la géopolitique et l'écopolitique. Donc, tout ce qui a rapport à la géopoétique, le rapport entre la poésie et l'endroit où on vit. Exactement, les villes. Parce que c'est vraiment très... on peut dire que on ne peut pas sortir de là où on est né, voilà. On ne peut pas sortir du cadre les racines, bien sûr, les racines s'enfoncent profondément et de la culture et la culture aussi. Donc,
on ne peut pas se passer de ses racines. Et votre seconde conférence est donc, autour des femmes. Ce débat est modéré par Dr Georges Dorléans de l'Université de Balaman. Et il y a un autre débat-conférence le dimanche 4 novembre, c'est-à-dire le dernier jour du salon. Et c'est autour de mon œuvre narrative. C'est Madame Nadine Bras, qui vient de terminer une thèse de doctorat sur 4 romanciers libanais d'expression française. Parce qu'on n'a plus que quelques secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à rajouter parce que le temps passe. Et donc c'est ce dimanche. Et il y a 2 romans à analyser. Qu'as-tu fait de tes mômes papa et Marié à Paris, répudié à Beyrouth. C'est 2 romans très beaux. Et c'est, attention, c'est modéré par Karen Bousseni. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Bien sûr. Mais toi aussi, Karen, tu as quelque chose à dédicacer. Oui, j'ai un roman, bien sûr, le samedi 3 à 19h, je dédicace mon dont livre. Je suis le préfacier. Oui, et je vous remercie pour la préface. C'est un hommage à mon père. J'aimerais relever 2 points très importants dans le livre. D'abord, cette tendresse toute féminine qui se propage. Maintenant, il y a quelqu'un qui parle de mon livre. Merci, je vous en remercie. Et je peux le comparer, Mon père, le roi du monde, à mon roman. Qu'as-tu fait de tes mon papa? Ça se ressemble. En tout cas, on pourra en reparler, bien sûr, dans d'autres émissions. Aïssa Ramalak, je vous remercie et bonne chance pour vos conférences et vos signatures. Merci beaucoup. Mon cher Zinal Kiram, Elsa. Donc nous sommes ici avec 3 personnalités qui viennent donc d'assister à un débat et d'animer un débat sur Jean-Jacques Rousseau. Vous n'êtes pas sans savoir que l'un des points forts de ce 20e salon francophone, c'est le 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, Madame l'ambassadeur, n'est-ce pas? Bon, donc Jean-Jacques Rousseau, qu'est-ce qu'on ne sait pas de lui? Et la conférence s'intitule « Les idées de Jean-Jacques Rousseau dans les déclarations des droits de l'homme et les préambules des constitutions ». Ma première question s'adresse à Monsieur le député Rassan Mkhaïbel. Bonsoir. La constitution libanaise est-elle inspirée par les propos de Jean-Jacques Rousseau, Monsieur le député? Oui, la réponse est oui, parce que indirectement, puisque Jean-Jacques Rousseau a influencé la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen français de 1789, elle a ensuite elle-même influencé la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été intégrée dans le préambule de la Constitution libanaise. L'ensemble de la réflexion sur la liberté et l'égalité sont des réflexions de Jean-Jacques Rousseau. Ces réflexions philosophiques, 300 années plus tard, influencent toujours le travail politique parce que c'est un acteur civil. Il était citoyen genevois qui travaillait pour la démocratie dans son pays. Et si vous lisez ces pages, vous retrouverez qu'elles sont écrites pour aujourd'hui, au Liban, en Égypte, en Syrie. C'est une réflexion qui est fraîche 300 années plus tard. Éternel Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas? Oui, parce que la philosophie peut être éternelle. Vous lisez Platon, vous lisez Jean-Jacques Rousseau. La philosophie, quand on s'élève, on retrouve une unité dans la pensée qui peut nous influencer positivement. Je crois que le Liban a grandement besoin de se rappeler ces principes de liberté et de démocratie qu'on bafoue, puisque Jean-Jacques Rousseau lui-même disait le citoyen est né libre, les citoyens sont nés libres et on les retrouve dans les faits. Donc les violations existent depuis très longtemps. Le tout est de savoir comment justement protéger le citoyen de ces violations dans ses libertés fondamentales. Merci, Monsieur le député. Maître Azouli, on s'adresse à vous maintenant pour voir quel est l'impact des écrits de Jean-Jacques Rousseau qui a inspiré les Lumières, qui a été inspiré par les Lumières sur les documents internationaux. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis, un exemple précis? Exactement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais je me suis surtout attardé à montrer les dérapages actuels dans la vie politique libanaise, au Moyen-Orient, de la pensée, de l'application de la pensée de Jean-Jacques Rousseau, et j'ai essayé de les systématiser en insistant notamment sur les violations par le Conseil constitutionnel libanais du principe du secret du vote
du droit de vote dans un arrêt célèbre que j'invite avec énergie les législateurs à modifier le plus rapidement possible. Et j'ai également réfléchi avec l'auditoire sur la rééligibilité indéfinie, c'est-à-dire que quand on essaie de réélire indéfiniment le même président, pas le même candidat, soit au niveau de l'exécutif, soit au niveau du législatif. Non, dans certains pays ça l'est, au Liban ça ne l'est pas, et je retire votre attention que les deux, pour renouveler le mandat des deux derniers présidents, on a dû à 2 fois modifier la Constitution dans les circonstances que tout le monde connaît, avec les résultats que tout le monde connaît. Merci, Maître Azouri. Dernière question à vous, Madame l'ambassadeur. Que ça se tienne sous l'auspice de l'ambassade de Suisse. Il est suisse, Jean-Jacques Rousseau, oui ou non? Jean-Jacques Rousseau est né à Genève. Dans ce temps, Genève n'appartenait pas à la Suisse. Donc, il était genevois et il a toujours aimé Genève, mais parfois Genève ne le lui a pas rendu. Et justement parce que ses idées étaient en partie trop modernes et allaient contre une élite, l'élite l'a rejeté alors que le peuple l'aimait, il était très populaire auprès du peuple. Donc il a été, comme il le dit lui-même, un vagabond. Il a vécu en France, il a vécu dans d'autres cantons suisses. Et enfin, il est mort très pauvre, très perdu, mais après sa mort, les Français l'ont adopté, la France l'a adopté puisqu'il a été enterré au Panthéon et donc il est souvent considéré comme français, mais il était avant tout de Genève, citoyen de Genève. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Karen, à toi à l'antenne. Oui, بدي أعطي أكيد أسامي الرابحين بجائزة l'auteur du jour. كانوا أكيد كتير كتار اللي جاوبوا صح، ولكن بدنا نتنقي 2 لأنه رح يربحوا جايزتين. عندي روجيه ديب هو اللي ربح كتاب أنيك كوجان، أكيد لوتور دو جور كانت أنيك كوجان، وبيقدر ياخد الكتاب عن ستاند أنطوان بالبيال بمعرض الكتاب. والثاني إليان سرسو فيها تاخد كتاب أيضا من ليبراري أورينتال، من ستاند ليبراري أورينتال أيضا بالبيال. وهلا بننتقل لإلسا للكويز دي جور. Je suis en train d'interrompre une conteuse qui s'appelle Véronique. Rappelez-moi votre nom. Nader. Nader. Donc vous êtes là en train de raconter des histoires, une histoire aux enfants. Conteuse, c'est une profession. C'est une profession, mais avant tout c'est un plaisir et le plaisir d'offrir des mots aux enfants. Bon, on s'arrête chez vous pour montrer que le salon c'est aussi les enfants, le divertissement, la culture qui commence à un âge très jeune. Qu'est-ce que vous aimez le plus en racontant des histoires aux enfants? Le pétillement des yeux, les exclamations? C'est le plaisir de voir l'émerveillement et de les emmener dans un monde imaginaire. Je vais poser quelques petites questions aux enfants qui sont avec nous. Pourquoi vous aimez les contes? On aime les contes car c'est beau et ça nous instruit. Et vous, derrière? Parce qu'on aime découvrir des histoires. C'est super. Donc, à partir de là, on voit la culture qui commence. Donc, on va passer chez Karen pour reprendre la réponse au quiz. Ah, d'accord. Maintenant, c'est le quiz tout de suite. On va répondre aux questions. Donc la question que j'ai posée au début de l'émission, c'était de quelle nationalité est Jean-Jacques Rousseau? Donc j'ai dit vous pouvez répondre par Twitter, mais vous pouvez également vous adresser à nous à partir du biel. J'ai quelques réponses autour de moi, on va voir si elles sont correctes. Oui. Il est suisse. Vous pensez qu'il est suisse, Jean-Jacques Rousseau? Suisse. Autre réponse? Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Suisse, même réponse. Vous êtes sûr? Probablement, genevois, suisse. Quelqu'un a d'autres réponses? Vous savez s'il est suisse, s'il est... Non? Aucune réponse. Bon, oui. Il est français. Il est français, d'accord. Oui. Bon, en fin de compte, ils ne l'ont pas entendu, mais Madame l'ambassadeur de Suisse vient de nous dire tout à l'heure qu'il est né à Genève, il est genevois. Et en fin de compte, Genève, à l'époque, il y a 300 ans, n'appartenait pas à la Suisse. Et finalement, c'est la France qui l'a adopté parce qu'il a été enterré au Panthéon. Tu as gagné. C'est quoi ton nom? Joe. Melki.
Très bien, donc Joe Melki, on va inscrire ton nom avec ton numéro ou celui de tes parents et tu cours la chance de remporter un lot de valeur et le tirage au sort aura lieu le 4 novembre. On t'attend pour tirer au sort et voir si tu vas remporter le gros lot. Merci Joe, merci beaucoup. Et toi, tu as quelque chose à ajouter? J'aime les contes parce que pour grand. D'accord. Bon, grand et petit, tout le monde est là et le salon du livre est bondé en ce dimanche. On finit l'émission. À toi, Karen, l'antenne. مشاهدينا الكرام، هيك بنكون وصلنا على ختام حلقتنا اليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، ان شاء الله تكونوا كمان تعرفتوا على كتاب جديد وعلى ايضا يمكن نشاطات حلوه، وهالولاد اللي عندهم نشاطات حلوه كثير، لانه الثقافه بتبلش من عمر صغير وما بتنتهي. الثقافه ما لها حدود، وبيتجدد موعدنا بكره بذات الوقت. كونوا على الموعد.